11 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Et au Soudan, un mois après le début du conflit, une grave crise humanitaire. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, chef du gouvernement, a présidé ce matin les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. Quelques 19 questions étaient à l'ordre du jour de cette séance, des questions qui ont été examinées et adoptées. Suivant pour plus de précisions le compte-rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 mai 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 11 questions. La première question concerne un projet de décret portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds de soutien du handicap. Le comité de gestion a pour mission de définir annuellement les orientations quant à l'utilisation des ressources et proposer un plan d'action et un calendrier annuel des programmes prioritaires à exécuter. À cet effet, il a pour mission d'examiner et approuver la répartition des ressources du fonds conformément aux orientations arrêtées par l'Agence nationale des personnes handicapées. Approuver le rapport d'activité annuel sur l'utilisation des ressources ainsi que le rapport financier. Formuler des recommandations pour la mobilisation des ressources additionnelles au fonds de soutien au handicap. La deuxième question est relative à un projet de décret fixant les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l'État. Ce décret fixe les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties accordées par l'État. La garantie est le fait que, pour l'État, de s'engager envers un ou plusieurs créanciers à exécuter l'obligation de règlement du débiteur du prêt en cas de défaillance de ce dernier. Ainsi, les prêts garantis représentent des créances financières potentielles qui ne sont pas encore matérialisées, mais qui pourraient déclencher une obligation financière en cas de défaut de paiement du bénéficiaire. S'agissant des personnes éligibles à la garantie de l'État, l'article 31, alinéa 5, précise que les comptes de garantie et d'aval retracent les engagements de l'État résultant des garanties financières accordées par lui à une personne physique ou morale. Ce qui signifie que la garantie de l'État peut être accordée aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Toutefois, afin de prévenir tout appel de garantie ou défaut de paiement des obligations subsidiaires, ce décret met en place un mécanisme d'évaluation avant l'émission de la garantie et le suivi durant la période couverte. Cette évaluation inclut l'examen approfondi de la situation financière et notamment la capacité de remboursement du bénéficiaire et l'analyse de l'impact financier en cas de défaut de paiement. Le présent texte donc prend en compte les attributions du Comité national de l'endettement public, fixées par le décret numéro 2022-081, présidence ministère des Finances, portant modification du décret numéro 2019-085, présidence. Ainsi, il prévoit la transmission des demandes de garantie au Comité national d'endettement public pour validation avant la signature de la convention de garantie. La troisième question concerne un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Fonds de garantie de Djibouti. Le Fonds de garantie dispose d'un conseil d'administration qui est chargé de superviser ses activités et de définir ses orientations stratégiques. Les membres du conseil d'administration du fonds sont nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Ainsi, le mandat des membres du conseil d'administration fixé par le décret numéro 2016-278, président du ministère de l'économie et des finances, portant donc nomination des membres du conseil d'administration du fonds de garantie partielle de crédit de Djibouti, arrive à son terme, donc il convient de procéder à la nomination de nouveaux membres. Le présent décret a donc pour objet de désigner ces nouveaux membres du conseil d'administration du fonds conformément à ses statuts et à la réglementation en vigueur. Les nouveaux membres du conseil apporteront leur expertise,
dans leurs domaines respectifs. Ils seront chargés de veiller à la bonne gestion du fonds et de prendre les décisions nécessaires pour assurer la mission de l'institution. La quatrième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Ce projet de décret étant un décret d'application de la loi numéro 173 de l'année 2022, 8e législature du 2 janvier 2023, il rappelle les attributions de l'agence. Le décret définit donc les modalités d'organisation et de fonctionnement en spécifiant pour le conseil d'administration les missions, la composition, les modalités de nomination et de révocation des membres du conseil et de travail qui restent conformes au régime juridique des établissements publics à caractère administratif du 23 juillet 2019. Pour l'agent comptable, donc ce décret se base sur le règlement général et les régimes juridiques applicables, ainsi que pour le directeur général. Le décret rappelle les missions, les pouvoirs, la qualité d'ordonnateur, l'autorité sur le personnel conforme aussi au régime juridique des établissements publics à caractère administratif du 23 juillet 2019. L'organigramme de la direction est défini comme suit. Donc une direction de département, une direction scientifique et une direction des services communs. Poursuivant, le Conseil s'est également penché sur les autres questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance, réécoutant le porte-parole du gouvernement. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une extension de la parcelle de terrain 6 au Héron au profit de la société Resort Djibouti FZE. Cette parcelle de terrain de 6 000 m2, attribuée à titre onéreux 1 000 francs le mètre carré, à la société Resort Djibouti FZE, représentée par M. Naël Rached Seif Al-Shamsi, elle est destinée à l'implantation de bungalows. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant expropriation partielle et affectation d'une parcelle de terrain sise au PK12 Nord au profit de la société UCAB Holding. Cette parcelle, d'une superficie de 2000 m2, est située à Balbala PK12 Nord, la voie 19, est souscrite d'une parcelle de 100 000 m2 inscrite au nom de la société UCAB Holding, objet du titre foncier numéro 19041. Cette parcelle est affectée au ministère de l'Agriculture et sera mise à la disposition de l'ONEAD pour l'implantation d'un réservoir d'eau potable. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Doralé au profit de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Cette parcelle d'une superficie de 8 756 m2 est située sur la route de Doralé et est attribuée à titre onéreux 2 000 francs le mètre carré au profit de la société gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Les travaux de terrassement réalisés par la société Vigico, lui, seront remboursés. Cette parcelle est destinée à l'implantation de parkings pour les camions et servira pour la future extension du terminal. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au profit du ministère de l'Agriculture. La première parcelle de 2000 m2 située à Farahad et l'autre de 10 000 m2 située à Nagad est attribuée à l'ONEAD. La première parcelle est destinée à l'implantation de l'agence commerciale à Farahad et l'autre parcelle est destinée à l'implantation d'un réservoir d'eau potable pour le secteur de Nagad. La neuvième question est relative à un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2021-132 présidence du 14 novembre 2021 portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Loïadda au profit de Djibah Seafood Company SARL. Cette parcelle de terrain de 2,5 hectares sise à Loïadda est attribuée à titre onéreux à raison de 200 francs le mètre carré au profit de la société Djibah Seafood Company SARL. La dixième question est relative au projet de décret portant confirmation de M. Mahdi Absiebour, qui est donc confirmé en qualité de directeur de relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères. M. Bour Aden Ahmed est nommé directeur administratif et financier par intérim, donc qui était nommé directeur administratif et financier par intérim. Lui est confirmé donc à son poste au ministère de la Communication. Madame Zamzam Mohamed Youssouf est nommée directrice de la planification, suivi et évaluation, toujours au ministère de la Communication. M. Fahim Ibrahim Ali est nommé directeur de la publication du journal La Nation par intérim. Donc lui aussi est confirmé dans ses fonctions actuelles de directeur de la publication du journal La Nation. M. Abdourazaq Ali Dirane est nommé directeur de l'ADI, donc l'agence de Djibouti.
par intérim et est confirmé donc qu'il était nommé par intérim. C'est l'agence de l'information, comme vous le savez tous, de Djibouti. Il est confirmé à son poste. Monsieur Ibrahim Abdi Hadi, professeur, maître de conférence à l'université de Djibouti, est lui nommé directeur de l'Institut de la statistique de Djibouti. Monsieur Idriss Ali Sultan, qui lui était ancien directeur de l'Institut de la statistique, est nommé conseiller technique. Monsieur Suleiman Omar Ahmed est nommé directeur de l'administration publique au ministère du Travail. La 11e question donc, concerne un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut de la statistique de Djibouti. L'Institut de la statistique de Djibouti a été créé sous forme d'un établissement public à caractère administratif. Le présent décret vise donc à désigner les membres du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique. Enfin, pour garantir une représentation équitable des différentes perspectives et des groupes d'intérêt, cette nouvelle composition prend en compte la diversité des représentations. Dans l'actualité également, le président de la République a reçu ce mardi en fin de matinée au Palais de la République toujours un émissaire porteur d'un message écrit du président du Sud-Soudan, Salva Kiir. La visite à Djibouti de cet émissaire, le docteur Benjamin Bolmelkiol, et le message dont il est porteur ont tous deux trait à une doléance du président Salva Kiir souhaitant une plus grande concertation, une collaboration avec le président Guelleh autour des voies et moyens permettant de trouver une solution négociée au conflit donc au Soudan. Il y a lieu de rappeler que les présidents djiboutiens et sud-soudanais intègrent avec leur homologue du Kenya, William Ruto, un collègue présidentiel tripartite en charge au sein de l'IGAD de mener une mission de bons offices et de médiation entre les deux principaux protagonistes de la crise au Soudan. L'ambassadeur du Soudan donc du Sud auprès de la République de Djibouti, James Pitia Morgan, a pris part à cette audience. Il y a lieu également à l'issue de l'événement, dans une interview faite à la presse, tenue à préciser les 10 objectifs généraux auxquels obéit le déplacement à Djibouti de l'émissaire du président Salva Kiir. Nous l'écoutons. L'obligation morale de ne pas rester passif face à la situation au Soudan assigne les dirigeants de notre région à un devoir de plus grande intégration de leurs efforts dédiés donc à la recherche d'un règlement pacifique à la crise soudanaise, a-t-il déclaré. Le président du Soudan du Sud appelle d'autant plus de ses voeux à une plus grande synchronisation de son action en faveur du Soudan avec le président Guelleh, que le chef de l'État djiboutien donc est connu de notoriété mondiale pour son leadership de succès en matière de promotion de paix et de stabilité dans la région, a-t-il poursuivi. Un programme de collaboration régionale avec l'appui de l'Union européenne a été organisé ce matin au Djibouti Palace Kempinski pour le gouvernement numérique et le cybersécurité, appelé aussi IDGC. Et cette action régionale lancée en 2022 s'effectuera du 15 au 18 mai 2023 et contribue au renforcement digital de 4 pays de la Corne de l'Afrique, à savoir Djibouti, Somalie, Kenya et l'Éthiopie. Cet événement régional a été honoré par la présence d'Abdelazar Ahmedli, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Abdallah Ibrahim Omar, secrétaire général du ministère délégué à l'économie numérique et de l'innovation, et le directeur de l'ANSSI, Moustapha Mohamed, ainsi que plusieurs autres invités. La cybermenace n'épargne plus personne ni aucune organisation de nos jours. Les attaques informatiques concernent et visent tout à chacun au quotidien, et les dégâts, s'ils ne se comptent pas nécessairement en vie humaine, peuvent en revanche se chiffrer en millions, voire en milliards d'euros. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a procédé au lancement du processus de M-Supply pour la gestion rationnelle et le suivi des intrants de lutte contre les 3 maladies au Djibouti Palace Kempinski. Cette cérémonie a vu la participation de la représentante du PNUD, Emmanuel Goyanano, et Pauline Robert, responsable M-Supply, et Mounira Ahmed, du directeur de la CAM, Hassan Abdurrahman. Il s'agit là d'une application qui sera utilisée donc par les gestionnaires de stock des médicaments qui seront formés sur son utilisation. Il s'agit également de cette nouvelle méthode qui permettra d'éviter les ruptures de stock des intrants de première nécessité et des conséquences irrécupérables chez les demandeurs de services, et s'assurer que les malades reçoivent un traitement correct et efficace.
Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a mis l'accent sur la nécessité de rétablir les bonnes pratiques de gestion des produits de santé, éviter également les va-et-vient entre différents niveaux d'approbation des commandes de ces produits et éviter les ruptures de stock et mettre le pays en rang de l'adoption des technologies informatiques de gestion des produits. Le projet va nous permettre d'économiser en temps et en énergie, de suivre la traçabilité des médicaments du dépôt de la CAM jusqu'aux structures de santé. Il y a 12 sites pilotes qui ont été intégrés actuellement, qui vont être réalisés. Ces projets, c'est un projet grandiose qui va nous aider beaucoup à mieux gérer les produits, à assurer la traçabilité des produits. Les commandes qui se faisaient sur papier vont dorénavant se faire en digital. C'est-à-dire que la commande va être numérique, la commande va être validée par les différents programmes à leur niveau, puis la commande va être validée, traitée et livrée par la CAM. Et dans leurs interventions respectives, la représentante du PNUD à Djibouti et le responsable M-Supply ont indiqué tour à tour que ce système innovant est financé par le Fonds mondial et permettra le renforcement du système de santé à Djibouti dans sa globalité. Nous les écoutons. Nous installons la dernière version du logiciel qui s'appelle OpenM-Supply. C'est un logiciel qui comprend, qui permet d'avoir un niveau d'adaptation très élevé pour la réalité du terrain à Djibouti, mais également une navigation facilitée pour des utilisateurs qui n'ont pas forcément de formation informatique. L'objectif, c'est véritablement, de faciliter le travail des pharmaciens au quotidien, 2, avoir des informations claires et fiables sur la consommation et la distribution des produits, et 3, une meilleure gestion des stocks de médicaments à travers les sites déployés. Le système qui sera opérationnel dans les centres de santé, je pense que la responsable de M-Supply l'a décrit, permettra à la fois à la centrale d'achat des médicaments, donc à la CAM, qui est au cœur du processus opérationnel, mais également aux différents centres de santé, de pouvoir gérer efficacement les produits de santé et les stocks. Ce système innovant, qui est financé par le Fonds mondial via le Fonds d'urgence et de recouvrement contre le Covid, donc le C19RM, et qui est appuyé par le PNUD, est une initiative importante pour le renforcement du système de santé à Djibouti. C'est une technologie, je pense que vous en avez discuté depuis quelques jours, donc qui est reliée par des codes barres et qui permet donc une traçabilité en temps réel des produits médicaux, une réduction des temps de reporting et donc un gain en productivité et en efficacité. Et de son côté, le secrétaire général a souligné que ce nouveau processus de M-Supply va aider donc dans un premier temps pour la gestion rationnelle et le suivi des intrants de lutte contre les maladies, et a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques du ministère de la Santé. Ce jour, le ministère de la Santé lance donc le processus de M-Supply pour la gestion rationnelle et le suivi des intrants de lutte contre les 3 maladies. Je tiens donc à remercier Madame la représentante de BNUD qui, avec le financement du Fonds mondial contre les 3 maladies, la tuberculose, le VIH et le paludisme, nous assiste à apporter une innovation dans tous les domaines, et notamment donc aujourd'hui dans le domaine de la gestion de produits pharmaceutiques. Cette plateforme, donc M-Supply, permettra de rétablir les bonnes pratiques de gestion de produits de santé afin d'éviter un certain nombre de va-et-vient entre les différents niveaux d'approbation, de commande de produits, et éviter de rupture de stock et mettre le pays au rang donc de l'adoption de la technologie informatique de gestion de produits pharmaceutiques. Nous demandons donc au nom du ministère de la Santé à tous les services de santé du pays, aux utilisateurs des prestataires de structures, de faire le bon usage
de ce moyen de gestion. Sous la direction du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Madiri, l'agence djiboutienne des normes et de la qualité et la COMESA ont conjointement organisé le tout premier séminaire national de sensibilisation de haut niveau sur l'importance de l'infrastructure nationale de la qualité pour l'économie, l'industrie et la société. Cet événement lancé aujourd'hui et qui va s'étaler sur 3 jours, du 16 au 18 mai, au Palais du Peuple, et l'infrastructure nationale de la qualité a joué un rôle crucial dans le soutien du développement économique, industriel et social du pays en garantissant que les produits et services sont sûrs, fiables et de bonne qualité. L'événement a rassemblé des experts, des décideurs politiques et des parties prenantes issus des différents secteurs de l'économie. L'objectif étant de sensibiliser les participants au rôle essentiel et dans la promotion de la croissance économique, du commerce et de la protection des consommateurs. Le séminaire a également mis en lumière les défis auxquels Djibouti a été confronté pour mettre en place et maintenir une INQ solide ainsi que les stratégies permettant de relever ces défis. Écoutons également l'intervention du directeur général de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité. De la qualité consiste à mettre en place la procédure de certification, la procédure de la métrologie, de l'accréditation, de la normalisation, pour que dans un pays, bien pour qu'à Djibouti, nous puissions avoir des produits sûrs qui rentrent dans le pays, qui respectent les normes internationales, que les procédures de management puissent être aussi certifiées, telles que les normes ISO de management de la qualité, mais aussi c'est que les laboratoires d'analyse puissent respecter certains protocoles et les meilleures pratiques internationaux. Donc, grâce à cela, le consommateur djiboutien, la population djiboutienne pourront avoir accès à des produits et des services sûrs. Le produit Made in Djibouti pourrait augmenter sa qualité de production, pourra concurrencer, exporter au niveau international, ou bien pourra augmenter ses parts de chiffre d'affaires régional et même au niveau national. Donc l'infrastructure de qualité, c'est tous les éléments qui vont intervenir dans cette procédure afin d'améliorer. Il y aura les composants nationaux, il y aura les départements gouvernementaux, il y aura les structures sur lesquelles l'agence va directement s'appuyer, telles que le laboratoire d'analyse, mais aussi telles que l'Assemblée nationale qui est présente aujourd'hui pour faire en sorte que les lois puissent être appliquées. Ou bien des structures de contrôle pour le contrôle de marché ou bien la surveillance des marchés. Donc, et ces structures-là ou bien ces éléments-là ne peuvent pas être mis en place de manière isolée. C'est un tout. On a besoin des établissements publics, on a besoin des organisations gouvernementales, mais le secteur privé, c'est eux qui seront amenés à appliquer ces normes-là et il faudra les accompagner. On ne pourra pas juste imposer à ce que les entreprises djiboutiennes soient capables du jour au lendemain de mettre en place toutes les normes requises et tous les éléments que requiert cette mise en place pour respecter ou bien de s'aligner aux normes internationales. Donc il faudra aussi les accompagner. C'est pour ça que nous avons entrepris avec la Chambre de commerce un programme d'accompagnement qu'à la fin du mois, nous allons sélectionner 10 entreprises dont nous allons les accompagner à mettre en place des normes telles que dans le domaine de la production agricole, des normes HACCP ou bien des normes d'augmentation et d'amélioration de la qualité. Donc, dans ces structures-là, nous allons être aussi accompagnés par l'inspection de l'inspection du travail pour que nous les aidions à mettre en place des procédures de sécurité du travail. Et la représentante du ministère du Commerce et du Tourisme s'est également exprimée lors de ce séminaire. L'infrastructure de la qualité est la pierre angulaire de toute économie moderne. Elle comprend la normalisation, la métrologie, les essais et la certification, une gamme d'activités qui garantit que les produits et services répondent aux normes requises de sécurité, de performance et de qualité. C'est donc un outil nécessaire au développement durable, à la croissance économique, à la promotion commerciale, mais il constitue aussi une garantie pour la protection des consommateurs.
ce qui est favorable aux investissements étrangers et rehausse la réputation de Djibouti sur la scène internationale. Le ministère du Commerce s'attelle à doter Djibouti de l'infrastructure de la qualité appropriée à son développement socio-économique. Le développement de notre infrastructure de la qualité est à la fois un nouveau challenge et une opportunité d'instaurer un meilleur climat des affaires. Donc, notre réalité est qu'aujourd'hui, notre infrastructure de la qualité est encore en phase de formation, ce qui présente des défis importants pour notre développement économique. Une infrastructure de la qualité naissante peut entraîner un manque de confiance dans les produits et services que nous produisons et par extension une diminution des investissements ou bien une rareté de la création d'emplois et une stagnation de la croissance économique. Il est donc essentiel que nous fassions un effort concerté pour investir et développer un système cohérent, efficient et efficace pour répondre aux besoins de notre économie et de notre population. Dans l'actualité également, l'autorité nationale sur la sûreté et sécurité radiologique, chimique et biologique a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur la radioprotection des travailleurs, des patients, de l'environnement ainsi que l'utilisation des techniques nucléaires à des fins pacifiques. Présidé par la directrice générale de cette agence, donc de cette autorité, Marie Natalis, cette réunion a réuni des représentants des différents départements ministériels tels que le commerce, l'environnement, l'agriculture, entre donc l'énergie, les forces armées djiboutiennes, la gendarmerie et la garde-côte. L'objectif de cet atelier porte principalement sur l'évaluation et la gestion des risques liés à l'exposition au rayonnement ionisant en milieu professionnel, dans l'environnement et dans le cas des transports des substances radioactives, et d'autre part sur le mécanisme de coopération entre l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Lors de cet atelier, les participants ont été sensibilisés sur les activités de l'autorité nationale sur la sûreté et sécurité radiologique qui encadre et réglemente l'utilisation des techniques nucléaires pour la santé humaine, l'agriculture, la prospection des eaux souterraines, l'environnement, la protection minière et la recherche scientifique et l'industrie. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous, la suite de notre journal. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Une cérémonie d'inauguration d'une salle de formation de couture pour les personnes handicapées s'est tenue ce matin au siège du Réseau national des personnes handicapées. Ce projet réalisé en coopération avec l'Agence nationale des personnes handicapées consiste à former les personnes à besoins spéciaux dans le domaine de la couture. Cette initiative qui est tenue aujourd'hui a pour objectif également d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leur permettre d'avoir une vie meilleure et afin de leur donner aussi les moyens d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti et du coordinateur de l'agence turque de coopération, la TICA, et le président de l'agence nationale des personnes, du directeur général de l'agence nationale des personnes handicapées, ainsi que les responsables et les cadres de l'agence. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a procédé dimanche dernier au lancement de la formation sur la gestion des CDC au sein de la Bibliothèque et Archives nationales, et ce dans le cadre du renforcement des compétences et la programmation des activités issues d'une réflexion participative portant sur l'aménagement et l'utilisation régulière des CDC. Cette formation a vu la participation des animateurs et directeurs des CDC, des responsables des services de volontariat des CDC, du ministère et les responsables des départements du Théâtre des Salines et des musées de l'ANPC, ainsi que de nombreux stagiaires et représentants de diverses associations partenaires des CDC. Cette formation s'étendra sur 5 jours sous la conduite de Luc de Lamina et de Nicolas Fly, animateurs de cette formation, et de David Redon, conseiller en action culturelle et territoriale, qui a participé à la coordination et au bon déroulement de ce projet de formation. A accompagné la création du CDC de Hayablé Moustiquaire depuis maintenant 1 an et demi. On organise cette semaine une formation à la gestion des CDC
proposé à la future équipe des CDC, aux associations du quartier, aux associations culturelles, aux chefs d'équipe des projets culturels du ministère de la Culture et de la Jeunesse et aux directeurs des autres CDC de Balbala pour travailler sur le modèle économique, sur les activités artistiques et culturelles à proposer, les activités relevant du champ social avec les associations du quartier et pour créer un réseau de professionnels avec une transmission de savoir-faire entre des professionnels de France, des professionnels d'Afrique et de Djibouti. Également l'intervention du directeur des projets au ministère de la Jeunesse et de la Culture. L'inauguration du centre de développement Hayablé Moustiquaire, il a été utile de faire une formation utilisateur du CDC, les agents du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Donc cette formation consiste d'une part à réfléchir ensemble afin de s'approprier de ces nouveaux équipements, à favoriser la participation des habitants du quartier aux institutions et à l'administration au développement de ce nouveau centre. Donc pour consolider le projet, on parlera de la bonne gouvernance, projet artistique, social et culturel qui va accueillir ce nouveau centre et de comment développer et consolider un réseau entre les CDC de Balbala, entre les différentes institutions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, à savoir la BAM, les salines, la cinématographie, le musée. Donc tout cela, comment mettre ensemble un réseau qui va regrouper toutes ces institutions. Page sport, pour clore l'actualité nationale, l'Académie du football club de la garde républicaine se prépare pour la Coupe du Monde U13. Cette année, l'Académie participera pour la 3e fois au tournoi international des académies de football. Ce tournoi qui se déroule chaque année en France rassemble de jeunes footballeurs de moins de 13 ans issus des académies de football du monde entier. Et afin d'atteindre les dernières phases de ce tournoi, l'Académie du football club de la garde républicaine a récemment mis en place des activités spéciales visant à renforcer la capacité de conservation du ballon et le jeu direct de son équipe sélectionnée pour participer à ce tournoi international U13. Il est important de rappeler que l'équipe U13 de l'Académie du football club de la garde républicaine a démontré lors de sa dernière participation de belles performances footballistiques qui ont marqué les esprits des organisateurs. Et enfin, actualité régionale au Soudan, donc un mois après le début du conflit, une grave crise humanitaire et toujours pas de trêve. Après 4 semaines de combat qui ont fait plus de 750 morts et 5000 blessés au Soudan, les généraux rivaux poursuivent leur guerre fratricide. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 19 millions de personnes, soit 41% de la population, pourrait bientôt être menacé par la faim au Soudan, pays de 46 millions d'habitants, si le conflit ne peut être résolu. Des combats ont éclaté le 15 avril dernier à Khartoum, la capitale, entre l'armée et des paramilitaires. Leurs dirigeants, 2 généraux, avaient conjointement accédé au pouvoir en 2021. Selon l'Organisation des Nations Unies pour les migrations, au moins 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et près de 200 000 personnes auraient fui le Soudan. La crainte d'une extension du conflit aux pays voisins augmente. C'est l'une des raisons pour lesquelles les organisations humanitaires se bousculent pour attirer l'attention. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.